La question de la délivrance des diplômes de doctorat aux étudiants par des institutions privées d'enseignement supérieur était au cœur des débats ce matin à l'Assemblée législative de transition. Face aux députés, le ministre Adjima Tombiano a réaffirmé qu'aucune université privée au Burkina n'est autorisée à offrir des formations doctorales et les diplômes de doctorat. Deux autres ministres étaient également face aux députés. Nous ferons le point dès l'entame de ce journal. Les quartiers Rimkieta, Nagrin, Bassenko et Yagma seront bientôt faciles d'accès, même si le bitumage des voiries d'accès à ces quartiers de Ouagadougou ont repris avec quelques difficultés. Les entreprises promettent le respect des délais d'exécution et la réception des ouvrages à la date prévue. Le ministre chargé des infrastructures et son staff étaient sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. À suivre également dans ce 20h la cérémonie d'ouverture de la 18e édition de la Semaine du numérique. Cette année, elle se tient sous le sceau de l'inclusion et de la résilience face à la crise sécuritaire et humanitaire. C'est le Premier ministre, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, qui a donné le top départ de l'activité ce matin. Bonsoir et merci de nous suivre. Le 11 septembre dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dénonçait dans un communiqué la délivrance des diplômes de doctorat aux étudiants par des institutions privées d'enseignement supérieur du Burkina. Ce communiqué a fait objet de débat ce mardi à l'Assemblée législative de transition. Le ministre Adjima Tombiano a été on ne peut plus clair. Aucune université privée du Burkina n'est autorisée à offrir des formations doctorales et les diplômes de doctorat. En plus du ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre chargé de l'Éducation nationale et celui de l'Emploi ont également été interpellés sur les actions entreprises par leurs départements respectifs. On fait le point avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Aucune autorisation conformément aux dispositions du cahier des charges n'a été octroyée à une université privée en ce jour en ce qui concerne le doctorat unique et le PhD. C'est la réponse du professeur Adjima Tombiano aux préoccupations des députés à l'hémicycle par rapport aux offres de formation doctorale dans les universités privées au Burkina Faso. Professeur Adjima Tombiano ajoute que le cahier des charges en vigueur ne prescrit nulle part les dispositions relatives à la réception et à l'examen de dossiers de formation doctorale par la Commission des institutions privées d'enseignement supérieur tel indiqué dans le décret de 2018. Mais le chef du département de l'enseignement supérieur relève quelques dispositions qui ont été prises en la matière. Deux arrêtés c'est l'arrêté 2010-356 du 11 octobre 2020 autorisant l'ISIG à ouvrir des formations dont des écoles doctorales Bac+8 en sciences et techniques et en sciences de gestion. Ce second arrêté, en son article 8, stipule clairement qu'avant leur application, les modifications relatives à la formation et aux diplômes, aux filières, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre en charge de l'enseignement supérieur. Et les formations doctorales étaient bel et bien concernés par cette disposition. Force est de constater qu'aucun dossier relatif à l'école doctorale n'a été déposé pour examen par la commission habilitée, regrette professeur Adjima Tombiano. Se référant à un arrêté de 2011, il souligne qu'il n'a été nulle part de question d'ouverture d'école doctorale. Il dit interpeller cette institution en question par rapport à certaines irrégularités. Quant à la formation doctorale, le non-respect des dispositions régissant son ouverture imposait naturellement sa cessation. En 2022, le MESRI a de nouveau, par lettre numéro 2022-0408 du 31 mars 2022, signifié à la même structure université l'illégalité des formations doctorales qu'elle déroule du fait de l'absence de l'autorisation légale.
Le ministre en charge de l'éducation nationale, Joseph André Ouédraogo, lui de répondre à la problématique de la qualité de l'éducation, de même que sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Nul ne peut être recruté enseignant s'il n'est titulaire du baccalauréat. Selon l'annuaire statistique 2020-2023, la proportion des enseignants qualifiés est établie comme suit. 42,7% au préscolaire, 90,5% au primaire, 75,8% au post-primaire et secondaire. Et son collègue Boubacar Savadogo, ministre en charge de l'emploi, de relever les difficultés. Mais il renchérit en mentionnant par ailleurs la démarche entreprise par le gouvernement. Des concertations sont en cours suite au discours du président de la transition chef de l'État lors de son passage à l'université Joseph Kizerbo en janvier dernier, qui nous a instruit, les 3 ministres, de nous concerter pour faire des propositions. Et nous avons fait des propositions qui sont sur la table et qui sont en discussion. Et ça va permettre de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Sinon, aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Le gouvernement fonde l'espoir que les difficultés auxquelles sont confrontés le secteur éducatif burkinabé seront bientôt un lointain souvenir au bonheur du peuple burkinabé. Il reste de même convaincu que la réponse définitive à la crise sécuritaire viendra de l'éducation. Le projet de désengorgement des artères principales des quartiers de la ville de Ouagadougou est en marche. Les travaux de bitumage des voiries d'accès aux quartiers Rimpieta, Nagrin, Bassenko et Yagma ont repris avec quelques difficultés, mais les entreprises promettent le respect des délais d'exécution et la réception des ouvrages à la date prévue. Le ministre des Infrastructures était sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Même si l'on enregistre des retards, c'est un ministre satisfait que vous entendrez dans ce reportage de Yassine Sawa. Le ministre des Infrastructures et du désenclavement sur le terrain, de Yagma en passant par Rimpieta, Bassenko et Nagrin, Adama Luxorgo a pu constater de visu toutes les voiries en cours de réalisation dans la ville de Ouagadougou. Cette sortie terrain précède une réunion avec la mission de contrôle qui, elle, a donné les résultats sur le terrain. Des problèmes, il n'en manque pas. Des problèmes qui, pour le ministre, seront résolus pour être en phase avec la vision de la transition qui est la réalisation des infrastructures routières de qualité. C'était nécessaire parce que ces chantiers ont démarré depuis un certain temps, mais ça a connu diverses difficultés de part et d'autre. Bon, sur ce chantier, par exemple, il n'y a pas de problème, mais vous regardez le chantier de Yagma et Rimpieta, il y a quand même des problèmes. C'est dû au fait que ces travaux ont été contractualisés sur la base des évaluations. Donc, lorsque les travaux ont démarré, effectivement, on a constaté, après la revue des études, qu'il y a pas mal de problèmes que nous sommes en train de nous atteler à résoudre. Et je pense que avec ce que nous avons vu, on a trouvé des solutions et on pourra gérer les chantiers. Si certains chantiers enregistrent des avancées notables, d'autres sont en souffrance du fait des difficultés liées à la remontée capillaire, la présence des tuyaux de l'ONEA qui ralentissent les travaux. Les évaluations sont faites entre 10 et 20% de taux d'avancement. Comme vous le savez, il n'y avait pas eu des études initialement, c'était des évaluations qui avaient été faites. Donc avec ces remontées capillaires, il faut que nous trouvions des solutions pour pouvoir drainer ces eaux-là, pour qu'elles quittent la chaussée et puis continuer avec les caniveaux que nous allons réaliser. C'est ça les difficultés que nous avons principalement pendant que nous sommes en train d'exécuter les travaux. Nous avons espoir que nous serons dans les délais, mais il faut dire que s'il y a des réaménagements dans les travaux, ces réaménagements induisent tout naturellement que des délais puissent être accordés pour les prendre en compte. Au départ, on avait eu des soucis au niveau des études, mais on a dépassé ce handicap et nous avons enclenché la dynamique d'exécution des travaux. Donc on n'a plus de contraintes majeures, à part quelques-unes liées aux concessionnaires et aussi au rite traditionnel pour déplacer des tombes qui sont sur l'emprise. Et c'est un ministre satisfait de l'avancement des travaux, mais à la fois n'exclut pas le retard déjà accusé par les entreprises. Qu'à cela ne tienne, les travaux seront livrés à bonne date.
nous avons constaté effectivement un retard. Mais c'est dû au fait aux problèmes qu'ils ont rencontrés sur le terrain. Parce qu'après coup, nous au départ on pensait que c'était les entreprises qui n'étaient pas performantes. Mais en réalité, c'est des problèmes qu'ils ont rencontrés sur le terrain. Et ce sont ces problèmes que nous sommes sortis pour voir. Et pour résoudre en même temps, allier les deux, ce que nous ont présenté et ce que nous avons vu sur le terrain. Donc nous sommes satisfaits d'une manière générale. Mais les entreprises, les missions de contrôle nous ont promis que ces travaux, on pourra les réceptionner en date. La date qui a été prévue. Notons que la plupart des infrastructures routières en réalisation visitées n'ont pas connu d'études, ce qui justifie aussi la lenteur des travaux. Pour le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, tous les travaux des voiries connaîtront des études avant démarrage pour éviter toute insuffisance à l'avenir. Ouverture ce mardi de la 18e édition de la Semaine nationale du numérique, une édition placée sous le thème « Le numérique, levier d'inclusion et de résilience face aux crises ». Durant 5 jours, les participants vont échanger autour d'initiatives que le numérique peut soutenir en vue d'atténuer les crises, des effets des crises sécuritaires et humanitaires sur les populations du Burkina. C'est le Premier ministre Maître Apollinaire Thielem de Tambela qui a donné le top départ de l'activité. Le reportage est signé Sanata Siré. Suivant. La Semaine nationale du numérique se veut un cadre d'échange et de réflexion pour les acteurs de l'écosystème du numérique en vue d'identifier des solutions idoines aux défis du moment. Un rendez-vous qui vise à promouvoir et à vulgariser le numérique au Burkina Faso. Cette année, la Semaine nationale du numérique offre l'occasion aux acteurs de la défense, de l'action humanitaire, de la santé, de l'éducation et de la sécurité d'échanger autour des initiatives soutenues par le numérique afin d'atténuer les effets des crises sécuritaires et humanitaires au Burkina Faso, selon la ministre en charge de l'économie numérique. Le numérique se positionne comme un outil privilégié pour renforcer la gouvernance politique, économique, sociale et administrative. Il offre notamment un moyen efficace et efficient pour assurer la modernisation et l'optimisation des procédures administratives. La présente édition de la Semaine du numérique, dédiée aux crises humanitaires et sécuritaires, nous offre une fois de plus l'opportunité d'échanger sur les mécanismes pour faire effet de levier sur le numérique afin de renforcer la résilience de notre peuple. Le numérique, levier d'inclusion et de résilience face aux crises, c'est le thème qui fera l'objet d'échanges lors de cette édition 2023 de la Semaine nationale du numérique. Pour le ministre en charge de la Défense, Kassoum Koulibaly, parrain de cette édition, ce thème vient en temps opportun, surtout au regard de la crise multidimensionnelle qui sévit au Burkina Faso. Notre pays fait face depuis quelques années à une crise multidimensionnelle aux conséquences préjudiciables à nos populations et l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Toutes les solutions sont prospectées et le numérique constitue sans nul doute un important outil pour le renforcement de la résilience des populations. Aussi, le thème de cette 18e édition de la Semaine du numérique, le numérique, levier d'inclusion et de résilience face aux crises, est d'une pertinence certaine en ce qu'elle touche une réalité que nous vivons tous les jours que Dieu fait. Nul besoin de rappeler ici les enjeux des technologies de l'information et de la communication en période de crise comme celle que vit notre pays, le Burkina Faso. Ce sont au total 4 sous-thèmes qui seront développés au cours de cette rencontre annuelle sur le numérique. Il s'agit notamment d'éthique et défis sécuritaires, le numérique pour une éducation de qualité en faveur des personnes déplacées internes et les technologies numériques et gestion de l'information en période de crise. Cette cérémonie d'ouverture a connu la participation effective de la délégation de la République du Mali, pays invité d'honneur de cette 18e édition de la Semaine nationale du numérique. De son côté, le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a procédé au lancement de la 2e session de formation des cadres de l'administration publique impliqués dans l'élaboration des documents du Conseil des ministres. Une session qui a pour objectif de donner les rudiments nécessaires aux participants pour plus d'efficacité dans l'exercice de leurs fonctions. Prévue du 14 au 16 novembre, elle se tient sur le thème travail gouvernemental et leadership. Le compte-rendu est signé Mamidriana Kamabou. Ils sont 4 impliqués dans la production des dossiers des conseils des ministres, ceux chargés de manager les équipements au sein du département ministériel et des 4 nouvellement nommés qui prennent part à cette session de formation.
L'objectif est de renforcer leurs connaissances sur les techniques et méthodologies d'élaboration des documents destinés au Conseil des ministres, notamment les rapports et les communications orales. Ceci dans le but d'améliorer la qualité du travail gouvernemental. Il s'agit donc de nous permettre, en tant que structure organisant les dossiers du Conseil des ministres, de partager avec ces nouveaux acteurs l'harmonisation sur la production des documents. Il s'agit pour nous de permettre à ces cadres de pouvoir partager un peu leurs difficultés et leurs expériences. Et comme nous l'avons dit aujourd'hui, il s'agit pour nous aussi de permettre à ceux qui ont longtemps conduit donc notre administration de partager leur forte expérience avec donc la jeune génération pour nous permettre de ne plus refaire les mêmes erreurs. Mais j'allais dire de bâtir sur ce qui est déjà fait pour gagner davantage du temps et permettre à notre administration d'être davantage plus efficace. La crise sécuritaire que vit le Burkina Faso a entraîné des dysfonctionnements dans la délivrance des services sociaux de base et même son absence dans certaines localités. Et au regard des attentes croissantes des citoyens vis-à-vis de l'administration publique, le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres invite ces quatre à redoubler d'efforts afin d'apporter des réponses à la hauteur des défis. Davantage, il y ait plus de synergie entre les responsables qui sont nommés et les équipes, parce que vous savez bien que la communication, le management aujourd'hui est un élément important d'atteindre donc des résultats. Et comme nous l'avons dit, nous sommes dans une situation donc de crise, nous sommes dans une situation où les ressources sont rares et naturellement nous devrons travailler davantage à plus d'efficience dans la conduite donc de l'action publique par les différents responsables. Améliorer la connaissance et la responsabilité des cadres en situation de crise, améliorer les connaissances des cadres sur les objectifs de la transition et les priorités du gouvernement, ainsi que renforcer le leadership et management des différents responsables de l'administration publique sont entre autres les objectifs recherchés à travers cette session de formation. La Russie veut soutenir le Burkina dans la lutte contre la dengue, le chikungunya et la fièvre jaune. Mais avant, une délégation médicale russe est venue faire l'état des lieux des besoins du Burkina dans le cadre de la riposte contre ces maladies du laboratoire national de référence du Bobo-Dioulasso en passant par le CHU Ouédraogo. La délégation a pu constater les activités menées dans le cadre de la lutte contre la dengue. À la fin du séjour de cette mission, c'est un bilan satisfaisant que dresse le ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou. Tous les détails avec Dorothée Bambara et Adrien Guigemde. Dans le cadre de la riposte contre la dengue, le ministère en charge de la Santé a reçu une mission médicale russe. Durant la mission, plusieurs activités telles que des séances de formation, des sorties de terrain, notamment à Bobo-Dioulasso, pour la visite du laboratoire national des références fièvre hémorragique. Il s'agit du laboratoire qui permet de confirmer les dépistages de la dengue, du chikungunya et de la fièvre jaune. Au cours de cette visite, les techniciens burkinabés et russes ont travaillé conjointement afin de renforcer les capacités diagnostiques du laboratoire. Après Bobo-Dioulasso, le ministre et ses hôtes étaient dans certaines formations sanitaires à Ouagadougou. Nous avons eu des visites terrain à Ouagadougou, au niveau de certaines formations sanitaires comme Yalgado, au niveau de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail. Là aussi, les équipes conjointes ont pu travailler. Et hier soir, nous avons effectué une visite terrain qui nous a permis de voir comment la pulvérisation intradomiciliaire et la pulvérisation spatiale se met en place pour lutter contre la dengue. La délégation médicale russe a fait don de matériel de santé en vue de permettre un dépistage rapide des virus responsables des maladies concernées. La partie russe nous a fait un don de kits de réactifs qui devraient nous permettre de renforcer nos capacités pour diagnostiquer la dengue, le chikungunya, la fièvre jaune. Elle nous a aussi donné des combinaisons individuelles, des équipements de protection individuelle, parce que vous savez que dans les laboratoires, il faut pouvoir se protéger, il y a des procédures rigoureuses. Et nous avons aussi bénéficié d'insecticides pour pouvoir continuer à mener la riposte en termes de pulvérisation.
Selon le ministre de la Santé Jean-Claude Kagourou, la délégation russe a marqué la disponibilité de son pays pour accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre la dengue. La date du 17 novembre prochain marquera la reprise officielle du trafic du train voyageurs entre Abidjan et Ouagadougou. Cette reprise suscite beaucoup d'espoir chez bon nombre de personnes qui mènent des activités commerciales aux abords de la gare ferroviaire fermée depuis près de 4 ans. Une période durant laquelle ces derniers ont traversé de nombreuses difficultés comme la mévente de leurs produits. Entre doute et joie, vous entendrez les différentes impressions des commerçants riverains de la gare dans ce téléma que nous propose Diasibo Boba. La reprise du train voyageur Abidjan-Ouaga a été annoncée pour le 17 novembre prochain après 4 ans d'interruption. L'arrêt du train voyageur a occasionné beaucoup de difficultés tant bien pour les voyageurs que pour les commerçants de la capitale. En effet, les commerçants installés autour de la gare ferroviaire de Ouagadougou ont vu leur chiffre d'affaires chuter depuis l'arrêt du trafic du train voyageur. Senabo Sawadougou ainsi que d'autres commerçants, tous tenanciers de commerce à la gare de train, disent vivre des moments difficiles. Depuis que le train voyageur s'est arrêté, on a beaucoup de soucis. Les clients disent que nos légumes ne sont pas frais et ne veulent plus en acheter. On a appris que les passagers reprendront les voyages bientôt. Nous demandons aux autorités de penser à nous les vendeuses parce que nous souffrons beaucoup. Depuis 4 ans que le train voyageur s'est arrêté, nous ne gagnons même plus la marchandise pour vendre. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Les clients ne viennent plus ici. Depuis qu'ils savent qu'il n'y a plus de train, nos marchandises restent invendues vu que les gens ne s'intéressent plus à la gare. Le train à l'arrêt, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de passagers. Et donc, évidemment, ça va jouer sur le chiffre d'affaires. Donc, franchement, c'était vraiment la désolation. Vraiment. Le train voyageur, ça nous a vraiment causé beaucoup de pertes dans les affaires, oui. À en croire Daouda Tarnagda, la reprise était annoncée pour le 2 novembre 2023, puis le 9 novembre. Il avoue maintenant être dans le doute avec plusieurs annonces. On a un groupe grâce auquel nous avons appris la nouvelle de la reprise du voyage des passagers à la date du 17. Cela nous réjouit énormément. Nous ne serons convaincus que lorsqu'on verra le train arriver à la gare. Les marchandises étaient acheminées à Ouagadougou par le bus et cela causait d'énormes pertes et rendait les marchandises un peu plus chères. Maïmouna Nikéman et Kadi Kologo ne cachent pas leur joie. Vraiment, nous sommes heureux de la reprise prochaine des voyages. Je remercie les autorités du pays et nous souhaitons qu'ils puissent mener à bien leur mission. C'est après une interpellation du ministère burkinabé en charge des transports ce 7 novembre que la Société internationale de transport africain PARAI, CITARAI, a informé la reprise du transport de voyageurs à compter du 17 novembre 2023. La reprise effective du train voyageur est très attendue. Cela permettra au Burkina Faso de renforcer son intégration économique et la circulation des biens et des personnes entre les deux pays. Actualité hors de chez nous, en exil depuis 2019, Guillaume Soro, l'ancien premier ministre ivoirien, a annoncé son intention de rentrer dans son pays natal sous le coup d'une condamnation à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Il n'a pas précisé de date pour son éventuel retour. Il a même été reçu par le président de la transition du Niger sur le retour effectif de l'ancien premier ministre. La rédaction de votre télévision Tui TV est rentrée en contact avec le responsable de la communication du mouvement Génération des peuples solidaires créé par Guillaume Soro lui-même. Moussa Touré se réjouit que l'ancien ministre soit sur la terre de ses ancêtres, mais pas question de rentrer en Côte d'Ivoire. Suivons.
Je n'irai pas plus loin. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Dans une vidéo, l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a annoncé le dimanche 12 novembre dernier mettre fin à son exil de près de 5 ans. Guillaume Soro est bien décidé à rentrer sur la terre de ses ancêtres. Ce lundi 13 novembre, Guillaume Soro a été reçu par les autorités de transition du Niger. À l'endroit de ce peuple valeureux, vaillant. Ensuite, à travers et au-delà de ce peuple, aux dirigeants, n'est-ce pas, de la transition, au président de la transition, qui m'a reçu avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de considération et de respect. Comme quoi, on n'est jamais prophète chez soi. Et donc, cette attention particulière manifestée par le président me réjouit au plus haut point. J'en ai même de l'émotion à en parler. Vous savez, je suis en exil depuis 5 longues années. L'ancien protégé du président Ouattara, âgé de 51 ans, a rencontré à Niamey, la capitale du Niger, le général Tiani. Durant 1h30, les deux personnalités ont abordé les questions liées à la paix et à la sécurité. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie ancestrale d'Afrique. Au moment où les gouvernements prétendument démocratiquement élus, aucun n'a osé me recevoir. Donc c'est pourquoi je suis ému en prenant la parole aujourd'hui et je n'ai pas d'autre chose que de dire merci au Niger, de me réhabiliter, de me permettre d'avoir ces effluves des palutiviers de votre pays. Mettant fin à son exil, est-ce que le président du mouvement Génération des Peuples Solidaires va se mettre à la disposition de la justice ivoirienne? Interrogé sur la question, Moussa Touré, responsable de la communication du mouvement Génération des Peuples Solidaires, répond. Parmi sa mission, il n'est pour le moment pas inclus le fait de rentrer en Côte d'Ivoire parce que, selon moi, ce serait se jeter dans la gueule du loup. Et c'est donc de l'Afrique qu'il a entrepris cette tournée auprès de certains chefs d'État et de certaines personnalités africaines influentes. Et on ne peut pas lui fixer un point d'ancrage particulier, il faut juste savoir qu'il est désormais en Afrique et que la majorité de ses activités politiques se dérouleront en Afrique. La plupart de nos États, à savoir questions liées donc, à la sécurité des djihadistes, et surtout comment ramener la paix, la concorde et la coopération internationale entre tous les pays du sous-continent africain. Le responsable de la communication du mouvement Génération des Peuples Solidaires souligne également que l'exil de Guillaume Soro l'a conduit dans divers continents, aussi bien européens qu'asiatiques. Et c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.